Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue les amis dans Radio Ma'alif, encore un podcast icône comme tous les mardis. Et aujourd'hui on est avec un duo qui fonctionne. Un duo qui est un petit peu le BS Bouyahiaoui des années 80. Vrai. Faut vraiment que tu parles de foot à chaque fois. Oui, Camacho Bassel, si vous préférez plus d'offensive. D'accord. Dwight York, Andy Cole, Manchester, ça marche. Enfin, les fameux duos du foot. Et là, je vous propose le duo Mouna Mehdi. Salut les amis. Hello. Bonjour Reda. En forme? Très bien. Alors, est-ce que tu es glorieux aujourd'hui? Glorieux, je sais pas, mais on fait comme on peut. Bon, tu veux nous parler de qui? Cette semaine, j'ai parlé d'une femme qui... je pense que tu as deviné le style. Je parle un petit peu du côté social. Une femme qui a... Mais attends, parenthèse. C'est pas si on a fait cette série icône pour parler des sportifs, on a parlé beaucoup de sportifs, d'artistes et de gens qui nous ont marqués. Pour moi, les héros du social marocain sont des héros. Ah oui, moi, je considère que, vu comment on s'en sort, je parle collectivement, vu comment on s'en sort et qu'on tient un peu debout, il y a des gens derrière qui font que, tous les Marocains ont un peu ce truc, un côté un peu solidaire, qui fait, je le répète, que ça tient la route. Et c'est pas un hasard si je te demande régulièrement de venir pour nous parler de ces personnages. Parfait. Et je considère... Donc tu es légitime, mais en plein accord avec moi-même et la ligne éditoriale de mon podcast, j'ai décidé que tu pouvais revenir. Et le secteur social est peut-être un des secteurs qui marche peut-être un petit peu plus que la moyenne par rapport à d'autres secteurs. Hélas, c'est tant parce mieux. qu'il y a du boulot à faire. Alors c'est qui ton héros social? Alors, je vous parlais de la personne qui a fait rentrer la problématique du sida dans les foyers marocains d'une manière qui fait qu'aujourd'hui, le sida est un sujet quasi plus très tabou dans la société marocaine. Je parle du professeur Hakim Himish, qui est médecin, infectiologue ici à Casablanca, mais qui très tôt s'était emparé de la problématique du VIH et du sida. On la connaît tous à travers son association, l'ASS, l'association de lutte contre le sida, et qui, maintenant, en faisant mes devoirs, je me suis rendu compte que finalement, grâce à elle, grâce à sa présence, grâce à son travail, le Maroc a pris le devant sur cette problématique très tôt, a pris les choses de manière assez différente si on compare ça à d'autres pays, puisque c'est un sujet dont on parle au Maroc depuis début des années 2000, à une époque où même dans des pays occidentaux, le sujet était très faiblement abordé parce que c'était un sujet un petit peu tabou, ça touchait la polémique. En Occident, c'était une problématique plutôt de société, de la communauté LGBT, etc. Alors, au Maroc, ça existait, ça commençait à exister au début des années 2000, on déplorait déjà quelques milliers de cas. Et grâce à la LCS, on a eu je pense en 2003 ou 2004, le SIDAction. Dans une soirée sur les chaînes publiques marocaines, on a passé toute une soirée en famille à regarder. À l'époque, je pense le premier SIDAction s'est fait avec Ali Beddo, le journaliste vedette aujourd'hui de France 5. Et je me rappelle plus qui. Il y avait des groupes. Il y avait des groupes. Je sais pas si tu avais participé. Il y a une autre histoire. Tu avais participé. En coulisses. Je raconterai ça dans les je pense que c'était un vendredi ou un samedi en prime time sur 2M, sur la RTM. On assistait, on débattait du sida, de la problématique du sida, de comment ça se transmet, de l'utilisation du préservatif comme... Et donc, il y a eu tout un débat en prime time sur le sujet avec une collecte de fonds. Je pense qu'à l'époque, ils avaient réussi à ramasser entre 8 et 9 millions de dirhams. Et puis, le SIDAction est revenu grâce au militantisme de l'ASS et leur présidente Hakim Himish. L'ASS fait un énorme boulot de sensibilisation dans les lycées, dans les facultés, auprès des professionnels du sexe. Aujourd'hui, si le Maroc a quelque part pas gagné, on ne gagne pas la bataille contre le sida, mais en tout cas beaucoup limiter la propagation de la maladie et faire entrer certaines règles de prévention par rapport à cette maladie et à sa propagation dans la culture, c'est grâce au travail et au militantisme de Hakim Himish à travers la LCS. Grâce à elle, on a la gratuité des tests de dépistage.
l'anonymat des tests de dépistage. Oui. Quand je dis elle, c'est Hakima et de son association. La gratuité de la thérapie, la trithérapie. La distribution de préservatifs. La distribution de préservatifs. Aujourd'hui, si vous pouvez trouver un préservatif dans le supermarché ou dans une épicerie, etc. En distribution. En machine. Ou en machine dans certains endroits, c'est grâce à... Et voilà, je voulais rendre hommage à cette dame et au travail qui a été mené grâce à sa mobilisation pour limiter. Il y a d'autres pays dans lesquels, notamment en Afrique, dans lesquels cette maladie a pris des proportions complètement dégueulasses, justement parce qu'il n'y a pas eu une prise de conscience, il n'y a pas eu une mobilisation autour de la maladie. Et donc voilà, je proposais Hakima Himich pour être l'icône de cette émission. Non, mais je pense que vas-y. C'est une icône. Là, c'est une icône par défaut. Je veux dire, personne. Par qualité. Non, mais c'est évident, quoi. Non, ce qui est horrible, parce que moi j'ai mon grand âge me permet d'avoir plus de recul que toi, jeune homme. Non, le sida, quand il est arrivé, les années 90, je me rappelle les années 90, c'était perçu comme une sorte de cancer gay. Je me demande même s'il n'y avait pas ce mot qui était utilisé, donc une sorte il y avait cette connotation. Ouais. Le cancer homosexuel, donc une sorte de malédiction qui vient sur cette communauté qui a défié un peu les lois de la nature. C'est comme ça que voilà. Et en fait, la bataille, elle était simple et dure. La bataille, c'était la solution, c'est bien sûr les médicaments. Je suis pas très fort dans ce sujet-là, mais la solution, c'est le préservatif. Donc, il faut le dire aux gens. Donc, c'est une bataille qui est facile parce que le remède, il est pas cher, il est facile, mais en même temps, il est dur parce que ça veut dire qu'il faut réussir à avoir accès aux médias et à aller diffuser cette parole-là dans un pays où je vous rappelle que, y compris, tu parles d'Afrique, mais l'Afrique, elle est très souvent catholique et le pape est contre le préservatif. Oui. Donc, il y a une autorité morale religieuse qui a freiné la distribution de préservatifs pour des raisons religieuses. Qui les regarde, mais qui en même temps, d'un point de vue pragmatique, est une catastrophe. Voilà. Chez nous, on a également, sans arriver jusqu'à l'homosexualité, la relation sexuelle, elle est, oui, mais elle est déjà entourée d'une masse de tabous, etc. Donc, aller dire aux gens, mettez des préservatifs, c'était quand même un beau défi, et sachant que c'était la solution pour freiner la maladie. Et donc, bravo à cette dame, mais vraiment, parce que ça a l'air aujourd'hui un peu cool de faire des podcasts sur ce sujet, mais je peux vous expliquer. Il y a 15-20 ans, c'était beaucoup plus difficile. Et venir comme ça à la télé. Sachant que je pense que ce qu'a réussi la LCS, c'est d'humaniser les malades du sida. Et d'ailleurs, pendant les premières années, certes, ça permettait, avec les fonds qui étaient collectés, etc., ça permettait d'aller vers les vrais foyers de développement du sida. Mais pendant longtemps, la LCS racontait et répétait que 70% des femmes atteintes du sida ont chopé le sida à travers leur mari. Et ça a été quelque chose qui a été tellement répété, qui a permis quelque part de faire basculer le patient ou le séropositif d'un rang de quelque part tu l'as bien cherché à celui de victime. Absolument. Et je pense que c'est une des grandes réussites de la SCS, c'est tout en faisant son militantisme de terrain, c'est d'avoir réussi quelque part à humaniser les patients du sida. Super. Tout à fait. C'est bon ça. Ouais, c'est cool. Hakima Himich. Moi, j'ai deux souvenirs aussi par rapport à ça. C'était l'ampleur de la campagne qui nous disait, en fait, le sidéen n'est pas celui que vous imaginez, mais ça peut être votre voisin. Et je me souviens de cette espèce de contre-communication. Même si c'est celui qui imagine, je sais, mais à l'époque. Et puis, c'est devenu tellement commun que je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Dans les cours d'école, qu'il y avait l'helfa. Comme on dit, vous vous souvenez de ça ou pas? Non. Ça, c'était c'est mon grand âge. Moi, j'avais pas lâché c'était là, c'était voilà. Bref, je refais cette. Super, merci. Et je me tourne vers Mouna. Bon, allez, moi mes icônes. Détends-nous cette. Là, on est dans le virus, la maladie, le péché, la culpabilité. Non, on va pas être dans tout ça. La religion. Moi, un jour, fais-nous exploser tout ça. Je t'ai entendu dire que le podcast Icône, c'était pour que les gens parlent de leurs icônes à travers leur vécu. Voilà. Donc, je suis allée chercher une icône qui est absolument. Et mon icône aujourd'hui s'appelle Abdelghafour Mohsin. Alors, peut-être que ça dit pas grand-chose à tout le monde, mais c'est Monsieur Vigon.
Vigon, le chanteur, le musicien, Vigon, qui pour moi est une icône à titre personnel, Veda. Et bien sûr, pour le Maghreb, pour moi, c'est une icône. Surtout que pour moi, c'est une icône, je sais pas si le mot est correct, mais il a fait plusieurs générations. Intergénérationnelles, on peut dire ça, c'est correct? Bref, si c'est correct, c'est ça. Parce qu'il a été iconique il y a longtemps. Ma maman, quand elle était jeune, il passait à la radio, elle se souvient de ses titres et il avait déjà le vent en poupe. Vers les années 90-2000, ma génération a entendu parler de Vigan, et puis les plus jeunes dernièrement aussi, depuis qu'il est passé à la télé en 2012 me semble-t-il. Donc pourquoi j'ai choisi Vigan? Parce que pour moi c'est une icône qui mérite d'être connue et reconnue pour plein de raisons. D'abord il a un parcours aussi que je trouve chouette. Il est de Rabat. Rien ne le prédestinait en fait à devenir le Vigan qu'on connaît aujourd'hui, puisque Ken Ould Khaddar en fait, Ould Khaddar qui aoun pas en fait à Agadir ou à Rabat? Non, à Rabat. D'accord. Non, à Rabat, c'est un Rabatais de naissance et il y a grandi. Bon, quand même, Madrasa comme tout le monde et tout, mais il donnait en fait un coup de main à son papa et il était prédestiné à reprendre le commerce de son père. Sauf qu'il a toujours adoré la musique et il est piqué très très tôt. Surtout que à l'époque, j'ai oublié de le dire, il est né en 45, donc sa jeunesse et son adolescence coïncident avec une présence américaine assez forte au Maghreb. Et donc il y a les casernes pas très très loin, d'Ornetra et autres. Voilà, il y a de la musique qui circule, qui diffuse, absolument. Des vinyles qui sortent, exactement. Et il découvre et il tombe amoureux, d'Otis Redding, de Sam Cooke, et donc il grandit dans tout ça. Oui, et de Ray Charles. C'est le mot clé. Oui, et Sam Cooke. Et d'ailleurs, moi, plus jeune, excusez-moi, je vais souvent rapporter ça je vais beaucoup dire moi, mais quand on le voit physiquement, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Ray Charles, la coiffure, l'espèce de... Oui, c'est complètement. Mais voilà, ça aide un petit peu les lunettes. Dans le fait de poser cette icône. Et donc, il tombe amoureux de la musique, il crée un petit groupe Maghreb à Rabat. Et ils se font un petit nom et ils commencent à jouer justement dans les casernes américaines pour amuser les soldats dans les casernes. Donc ils font plusieurs casernes, ils font Qnetra, ils font Ben Guerir, ils circulent comme ça et c'est comme ça un petit peu qu'il rôde sa voix et qu'il apprend et qu'il y a cette théâtralité. Et comme il a accès justement à la langue anglaise, il la parle pas très très bien, mais voilà, il a plus ou moins l'attitude, les accents, etc. Ce qui va lui donner envie de creuser plus et d'aller en France. Radimchi, en fait, le Paris, au fameux Golfe Drou, absolument. Où donc il va s'installer en France et là il va créer un nouveau groupe qui s'appelle les Lemons. Et lorsqu'il va s'installer là, pareil, c'est l'époque où la musique américaine séduit, c'est vraiment le truc qui fonctionne. Et il crée donc ce petit groupe avec dans son groupe un certain Michel Jonas, clavieriste. Et donc ça, c'est dans les années 60. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que un jour, un peu par hasard, il va faire une avant-première avec son groupe et il va se faire remarquer par son jeu, sa présence sur scène, etc. Et donc on va souvent lui offrir cette place de chauffeur de salle. Exactement, de chauffeur de salle. Mais avant des grands noms, ses idoles, en fait, il se retrouve à jouer avant Otis Redding, avant Aretha Franklin, enfin bref. Et c'est comme ça qu'il se fait un petit peu sa place. Stevie Wonder, les Rolling Stones, Johnny Hallyday. En première partie. Mais c'est vraiment dingue. C'est le plus grand artiste de première partie. Exactement. Et beaucoup de reprises, beaucoup de Shuffle, exactement, qu'il reprend avant les Rolling Stones et il va faire un album en France. Exact. Il va être signé. C'est l'un des premiers, je pense, à être signé avec un label en France, même si. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que vu de France, c'est pas très bien. Bon, il est marocain, oui. On est clair là-dessus. Mais il peut être américain. C'est ça. Que il chante, voilà. Il peut être américain. Il fait l'illusion voilà, et. Il est un produit. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui a une voix phénoménale. D'ailleurs, en termes d'interprétation, c'est bouleversant. The End. Il faudra qu'on écoute The End à la fin du podcast. On est dans les références que tu as citées. Hein. C'est Sam Cooke, Otis Redding. En plus, lui, il est dans les médiums. C'est vraiment bouleversant. Hein. Mais en même temps, on ne sait pas très bien comment le présenter. Alors les Français t'expliquent que c'est un Français, les Américains croient que c'est un produit un peu de substitution même. Voilà, on a un Otis Redding, nous aussi. Voilà, c'est comme ça que et c'est dommage, hein, parce que je pense que s'il avait pu être entouré de compositeurs et d'avoir comme l'ont été, c'est Otis Redding et compagnie qui étaient souvent des gens qui étaient entourés par des grosses équipes à la Motown, à Stax, qui étaient des arrangeurs, des compositeurs. S'il avait eu cette équipe autour de lui, il avait le potentiel d'aller aussi loin. Mais c'est là en fait que
moi, je reviens au fameux moi, c'est là qu'il devient icône pour moi, parce qu'en fait, dans les années 70, il a déjà un petit nom, ça circule, et en 78, il a un contrat, en fait. Il est embauché pour 2 semaines pour chanter dans un hôtel. Il faut savoir que dans les années 70, fin 70, Agadir, c'était Saint-Tropez, c'était vraiment le lieu de villégiature par excellence. J'y habitais. Je sais, oui. je sais. C'était moi. Pas en 78, donc. Si? 78, pas loin. Hein. Bon, on a dû se croiser. Moi, je suis né un an après. On s'en 1900. Je sais, tout le monde s'en fout, mais quand même. Donc, il est embauché pour passer 2 semaines à Agadir, au hôtel Les Almohades. Et là, il tombe complètement amoureux on a de... un podcast histoire sur Sur les Almohades, non, ça c'est un hôtel. C'est pas la même chose. C'est un hôtel C'est construit pas la même chose. Toujours est-il qu'il a un coup de cœur pour cette ville et il décide de rester et il reste 23 ans. Exactement. Voilà. En chantant. Alors, il chante au début dans la boîte de nuit parce que c'est ce qui se faisait à l'époque, les nightclubs. Tantan. Il chantait l'hôtel, il passait à la boîte de nuit, il faisait une apparition ou 2. Il faisait aussi un peu videur parce que c'est un drôle de destin. Il faisait videur avec une lampe torche. En fait, il surveillait aussi ce qui se passait avec sa lampe torche. Il faisait des signes aux videurs quand il y avait des incidents dans le noir. Et en fait, il finit aussi par être embauché par un restaurant et c'est là que moi je le voyais tout le temps. En face de l'hôtel. Qui est le restaurant Le Jardin d'Eau. Et il y passe à peu près 13 ans. Et là, j'aime beaucoup en fait ce destin parce que ça commence un peu comme une blague. Hein. Il y allait, il y chantait de temps en temps. Il finit par se faire embaucher et il devient un peu icône de la ville d'Agadir. C'est-à-dire quand on vient à Agadir, on doit aller dîner ou déjeuner, ou en tout cas l'écouter. Il joue en live et donc c'est un peu l'icône de la ville. Il faut l'imaginer avec cette coupe à la Ray Charles, cette attitude, la façon de s'habiller, les lunettes noires, etc. Donc c'est vraiment une icône dans la ville qui est toute petite, donc ça passe pas inaperçu. Et icône aussi parce que on oublie de le dire, mais c'est quelqu'un qui a aussi rendu hommage à la ville. Bon, c'est une petite ville et là je sors ma carte de Gadiri toute contente, mais c'était l'un des premiers à avoir Hassania de Gadiri aussi pour la petite touche foot, mais il chante en berbère qu'il ne parlait pas, mais il rend hommage en fait à la ville qu'il accueille. Il chante cette chanson que moi j'adore qui s'appelle Rassa. C'est vraiment dans la tradition de ce blues un peu où les paroles disent pas grand chose. En fait, il dit de se lever, de danser et de profiter de la vie, mais il le fait en berbère et ça c'est révolutionnaire avec ces rythmes-là. Et il chante aussi un truc en français qui s'appelle Agadir Ofella. Donc là vous avez droit à la totale. Voilà. Donc ça fait ding 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 ding. Et donc, il est au rang de l'icône ultime. Dans 2 minutes, elle va nous sortir le maillot de Hassania et elle va nous parler de Hammou Mouhal. Non, mais voilà. Est-ce que tu connais Hammou Mouhal? Là. Donc ça fait recaler. Recaler sur le mince. Non, mais voilà. En tout cas, je pense que c'est une icône. En tout cas, à mon humble avis, au moins icône à Gadiri. Maintenant, vous devez voir si vous voulez. Non, mais poursuis avec le comeback à la télé. C'est très émouvant. Ça. Comment il a surgi alors qu'on savait complètement plus parce qu'en réalité, l'histoire est tragique. On voulait pas trop faire dans le tragique, mais malheureusement, la vie est ainsi faite. C'est vrai qu'il va perdre sa fille, en fait, qui était aussi dans la musique, parce que lui, à un moment, tu sais, il aime bien cette vie pépère à Agadir, le soleil, la musique, et il transmet son amour de la musique à sa fille Sofia Allah yarhamha, parce qu'elle est décédée de manière tragique d'une maladie, et son comeback à la télévision, c'est un peu un hommage qu'il lui rend à elle, parce que tout l'amour de la musique qu'il lui avait transmis, elle n'était plus là, il a voulu un petit peu lui rendre hommage. C'est vrai que c'est un peu comme ça que, limite, c'est le papy qu'on a vu à la télévision, un papy et un papa. Et voilà, moi, je peux pas en dire plus, parce que oui, même ça fait aussi que les gens l'ont redécouvert. Différemment. Ouais, redécouvert différent. Et moi, ce que je voudrais dire sur ce bonhomme, il y a une certaine... En fait, Vigon, c'est quelqu'un qui a une voix de malade, qui est un interprète très brillant, très fin, tout ce que tu veux, et qui, quand tu es dans d'autres systèmes, tu peux être encadré par une équipe, et vraiment, tu peux aller très loin. Les noms qu'on donne là, ils sont le résultat le résultat d'une industrie. L'industrie, j'ai cité rapidement Motown. Motown, c'est la musique noire de Détroit. Motortown, la ville où il y a des voitures. Et la fabrication des tubes à l'époque était dans la même logique que la fabrication des voitures, c'est en série. C'est-à-dire qu'il y avait des compositeurs, des Smokey Robinson, les paroliers, les interprètes, les casteurs, les machins, etc. Et on va te fabriquer le truc. Et à la fin,
En tête, tu vas avoir quelqu'un comme Stevie Wonder, justement, qui était un artiste Motown, les Jackson 5, etc. Et à la fin, tu as le personnage qui va porter tout ce projet et qui va le sublimer par son interprétation. Et on va retenir ce nom-là. Et malheureusement, ça n'existe pas chez nous. Voilà. Ça n'existe pas chez nous. Ça peut exister dans le Shabby, ça peut exister dans des musiques qu'on a de façon plus présente. Et c'est vraiment un crève-cœur. Voilà, c'est un crève-cœur parce que on va le mettre, hein, Diane, à la fin. Et vous allez voir de quoi on parle. On parle alors, pour venir techniquement, les gens qui chantent bien, très souvent, chantent trop. C'est juste mon opinion. C'est-à-dire, ils essayent de démontrer un peu la performance. Je monte dans les aigus, je descends. Mais lui, non, pas du tout. Il est dans l'émotion. Il est dans la musique. Il est dans l'émotion, la retenue, et c'est très très fin. Et donc, je valide mon âme et conscience ce brave. Je connais pas le personnage, mais je me rappelle, il y a très longtemps, quand on était en vacances à Agadir avec mes parents, on est passé devant un club, et c'est là où mon père me parle beaucoup de Vigan. Il me dit, tu sais, là, il y a un grand chanteur, il s'appelle Vigan, patati patata. On était là avec ta mère il y a X temps, machin. Ça se voit que c'est un personnage qui a marqué. Quoi. Parce que quand tu passes du Golf Drouot, un restaurant comme ça à Agadir, ça pourrait avoir l'air d'être une décadence. Et en fait, non. Non, parce que c'est devenu une sorte de visite obligée. Tout le monde y allait avec beaucoup de plaisir. C'est très bon enfant. Et moi, je me rappelle très bien de cette période-là. Et juste pour finir, bon, peut-être que les gens le savent déjà, mais juste Vigan, le surnom, lui, il l'a raconté dans plein d'interviews. En fait, c'est une histoire très très rigolote. C'est parce qu'il avait beaucoup de mal en cours de français, et c'était où il fallait lire une phrase, et wagon, en fait, il n'arrivait pas à dire wagon, il a dit Vigan, et ce sont ses camarades de classe qui se sont foutus de sa gueule, et c'est resté. C'est son sobriquet de classe à l'école, au primaire, et c'est resté. Ok, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Produit avec le soutien de la MDJS.